Bonjour, donc je m'appelle Pascal Leméraire, je suis développeur depuis longtemps. Et il y a un moment dans ma carrière, j'ai rejoint un gros projet. Il y avait déjà une dizaine de développeurs, des centaines de milliers de lignes de code. Et dans les mois qui ont suivi, ces deux nombres ont grimpé fortement. Donc c'était vraiment cool parce que le projet en question, il y avait un métier compliqué, j'ai rencontré plein de gens, fort sympathiques, et j'ai appris énormément de choses. Mais il y avait un aspect qui était beaucoup moins sympa. C'est quand j'ai découvert la qualité du code. Il y avait des fonctions super longues, certaines qui étaient très difficiles à comprendre, un mélange du code métier et du code technique, les objets de la base de données qui remontaient jusque dans la vue, qui traversaient toutes les couches, des dépendances circulaires, bref, de la dette technique. Et je vais vous raconter la suite de mes aventures après une petite page de pub. Donc merci beaucoup à nos sponsors. Je suis organisateur de conférences et je sais à quel point c'est important. Sans eux, vraiment, on ne ferait rien. Donc, je vous disais, il y avait de la dette technique sur ce projet. Et la dette technique, pas au sens où l'entendait Howard Cunningham, la personne qui a imaginé ce concept. Donc pour lui, la dette technique, c'est quelque chose qu'on contracte de façon consciente, c'est un choix délibéré. On dit, je ne vais pas faire les choses comme on devrait le faire si on respectait l'état de l'art en matière de développement logiciel. Non, je vais faire les choses de façon un peu crado pour mettre plus vite en production. Mais après, je vais rembourser ma dette. Je vais prendre le temps nécessaire pour faire les choses correctement. Donc là, on était sur l'acception plus généralement admise du terme aujourd'hui, à savoir que c'était tout simplement du code de mauvaise qualité. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la dette technique, si vous ne la remboursez pas, qu'elle ait été contractée de façon consciente ou inconsciente, ça ne changera rien. Vous allez avoir des problèmes de productivité. La productivité va s'effondrer, elle va décroître doucement, puis peut-être rapidement. Mais en tout cas, ça va devenir vraiment un problème pour l'entreprise, au point que ça peut mettre en danger sa rentabilité, si c'est une petite boîte et un gros projet pour elle, ou sinon ça va mettre tout simplement en difficulté la rentabilité du projet. Donc dans tous les cas, il y a un moment où il va y avoir une crise, et où on va se dire, il faut corriger cette dette technique. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut rarement réécrire toute l'application. D'abord, ça ne marche pas souvent. Souvent, ce sont des échecs, les réécritures. Et puis, quand le projet fait des centaines de milliers de lignes, voire des millions de lignes de code, la réécriture est juste inenvisageable. Alors, il y a quelqu'un qui s'est posé ces questions-là. Par quoi commencer ? Comment faire pour avoir un maximum d'impact ? C'est Adam Thornhill. Et il a mis le résultat de ses réflexions par écrit dans un livre qui s'appelle Software Design X-Rays. Donc dedans, on va trouver des outils, des pratiques qui vont nous aider à identifier quoi modifier et peut-être comment le faire aussi. La particularité de ces travaux, c'est qu'il a exploité l'historique des projets. Donc ça tombe bien, on a des outils qui servent à ça, à conserver l'historique de nos projets. Git, Mercurial, SVN et consorts. Et donc lui, il ne s'est pas basé uniquement sur une analyse statique du code. Il a regardé comment ce code avait évolué au fil du temps, qui avait touché, qui l'avait modifié, et il en a déduit des propriétés qui étaient intéressantes. Le premier type d'analyse que propose Adam Thornhill, c'est d'identifier ce qu'il appelle les hotspots, les points chauds. Donc ça va être des fichiers qui sont modifiés régulièrement et qui sont complexes. C'est pas la peine d'aller refactorer un fichier qui n'a pas bougé depuis 2 ans. S'il n'a pas changé pendant 2 ans, ça veut dire qu'il fonctionne, il fait son boulot, ou alors c'est du code mort. Dans ce cas-là, mettez-le à la poubelle. Mais donc lui, il cherche plutôt à analyser les fichiers qui ont bougé récemment, et pour ça, il va prendre les logs de Git, on passe un petit script Python dessus,
et puis on voit les fichiers qui apparaissent fréquemment dans ces logs. Et on peut tracer à partir de là un diagramme de ce type-là, ou un autre, peu importe, mais c'est celui qui propose, qui est zoomable, cliquable, etc. Donc là, je vais pas vous montrer ça, mais ce que ça représente donc, c'est d'abord la structure du code. Les disques bleus, ce sont les répertoires et les sous-répertoires de votre code base. À l'intérieur de ces disques, vous en avez d'autres plus petits qui vont de transparent à rouge. Ce sont les fichiers. S'ils sont transparents, ça veut dire qu'ils évoluent très peu sur la période de temps qu'on a considérée. Donc, par exemple, les 6 derniers mois ou la dernière année. Et plus ils sont gros, plus ils sont complexes. Alors, la complexité, dans ce contexte-là, Adam Thornhill dit on peut se contenter d'une approximation qui aurait l'avantage en plus d'être indépendante du langage de programmation. Parce que dans une code base, on a souvent plusieurs langages, ne serait-ce qu'un pour le back-end et un pour le front-end, par exemple. Donc les fichiers sont représentés par des disques de plus en plus gros s'ils sont de plus en plus complexes, et ils sont transparents s'ils changent jamais ou très peu, et rouges de façon un peu intense, un rouge plus intense, s'ils changent fréquemment. Ça veut dire que sur ce diagramme, les fichiers qu'il faut modifier en priorité pour avoir de l'impact sur une code base, ce seraient ceux qui seraient rouges et de diamètre relativement important. Donc c'est ça qui va nous permettre de savoir par où on doit commencer notre refactoring. Il propose également une analyse un peu plus détaillée, un peu plus poussée, en disant on pourrait rentrer à l'intérieur des fichiers et aller regarder les zones à modifier. Parce que quand vous avez un fichier qui fait 7000 lignes, on ne va peut-être pas tout réécrire non plus. Là. Donc là, il propose de faire une analyse au rayon X. C'est un peu le même algorithme. On va aller regarder quelles sont les fonctions qui sont modifiées souvent et leur complexité. Donc la façon de calculer ces deux choses va différer un petit peu. Pour savoir à quelle fréquence une fonction est modifiée, il faut regarder l'historique Git, là encore, mais c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut prendre le diff pour chaque commit sur la période de temps considérée, regarder à quelles fonctions sont raccrochées les lignes qui sont présentes dans le diff, et donc on va en déduire à quelle fréquence une fonction est modifiée. La deuxième chose à mesurer, donc, c'est la complexité, et cette fois, on va prendre une autre métrique qui est indépendante du langage de programmation, mais qui est un peu plus précise. Ça va être le nombre de niveaux d'indentation. Donc il mentionne dans le bouquin une étude qui prouve que c'est une métrique pertinente. Et là, donc, c'est assez facile à calculer. On regarde simplement, on compte le nombre d'espaces ou de tabulations au début des lignes, et ça suffit. Donc quand on combine ces deux métriques, la complexité et la fréquence de modification des fonctions, on peut savoir quelles sont les fonctions qu'il faudrait modifier en priorité. Troisième type de diagramme qu'il propose, ça va être celui-là, cette sorte d'étoile. Vous avez des fichiers, donc c'est des noms de fichiers tout autour, qui sont reliés par des traits. Donc ces traits, ça représente quoi? Ça représente un couplage logique. Ce qu'il a cherché à représenter là, ce sont des fichiers qui évoluent ensemble. On les retrouve souvent dans les mêmes commits. Quand il y en a un qui est modifié, l'autre l'est aussi. Donc là, c'est un peu plus simple à détecter. On regarde toujours sur l'historique Git, dans les fichiers qui sont présents dans les commits, si on retrouve des paires fréquemment. Et en faisant ça, on risque d'avoir beaucoup de résultats. Donc il dit, il faut rajouter des seuils, dire il faut qu'il soit présent au moins 20 fois, par exemple, sur la période de temps considérée. Et d'autres filtres comme ça. Mais même en rajoutant ces filtres, on risque d'avoir beaucoup de résultats parce qu'il y a des couplages qui sont attendus. Quand vous modifiez du code métier, c'est très fréquent que vous soyez obligé de modifier les tests qui vont avec. Donc là, on va voir apparaître forcément ces couplages sur le diagramme. Et lui, ce qu'il dit, vous intéressez pas à ça, c'est pas surprenant et c'est normal et attendu d'avoir ces couplages-là. Intéressez-vous plutôt aux couplages étonnants, ceux qui ne devraient pas apparaître. Pourquoi est-ce qu'on modifie toujours ce fichier-là et celui-là en même temps? C'est pas normal.
Ça veut dire qu'il y a probablement du code dupliqué dans les deux fichiers. Et donc, quand vous modifiez la règle métier à un endroit, vous êtes obligé d'aller modifier l'implémentation de la même règle métier dans le deuxième fichier. Et là, une bonne chose à faire, ce serait de dire, j'extrais le code en question, je fais une petite abstraction nouvelle, et je remplace les deux implémentations qui étaient dupliquées. Donc il y a beaucoup d'autres choses dans son bouquin, je ne vais pas tout vous raconter. On va passer juste quelques secondes encore dessus. C'est où est-ce que vous pouvez trouver ces outils. Donc il y a deux façons de les récupérer ou de les utiliser. La première, c'est CodeSyn, un service qu'il a développé. Évidemment, c'est payant, mais on peut l'utiliser gratuitement, soit dans le cadre d'un essai, soit dans le cadre des projets open source. Et puis, il y a une version open source, justement, qui est plus ancienne, qui est un peu plus limitée. Il n'y a pas toutes les analyses qu'il propose dans le bouquin. Et puis, elle ne générera pas les diagrammes, c'est à vous de faire la visualisation. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire des diagrammes aussi sophistiqués que ceux que lui propose. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a une conférence de Sylvain Couder à DevLille 2025. Et puis, il a mis en ligne aussi quelques pointeurs qui peuvent être utiles. Donc, vous pouvez retrouver ça à cette URL. Alors, une fois qu'on sait par quoi commencer, la question c'est qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je rends mon code un peu plus facile à maintenir? Un objectif, ça va être de réduire le couplage entre les fichiers et d'augmenter leur cohésion. C'est ça qui est une caractéristique d'un code qui serait plus simple à maintenir. Donc pour augmenter la cohésion, il y a quelque chose qui est assez simple à faire, c'est de regrouper dans un même répertoire des fichiers qui concernent une thématique commune. Donc un anti-pattern qu'on voit de temps en temps surtout auprès de débutants, je dirais, c'est vous faites par exemple du MVC, puis vous mettez tous les modèles dans le même répertoire, toutes les vues dans le même répertoire, etc. Non, il va plutôt falloir regrouper par thématique. C'est le métier qui doit nous guider, qui doit définir les structures. De la même façon, on peut dire qu'au sein d'un fichier, on peut regrouper des fonctions si elles ont une thématique commune. Et là, ça va donner une indication, ça va aider les futurs développeurs qui vont lire ce code à comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne. Et on pourra décider éventuellement d'extraire ces fonctions qu'on a regroupées dans un nouveau fichier, introduire là aussi une nouvelle abstraction. Ça peut aider dans la majorité des cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc là, il n'y a pas d'outil, c'est vous qui allez devoir déterminer si ça apporte une amélioration ou pas à la compréhension du code, à la facilité de compréhension. De façon un peu similaire à ça, on peut utiliser le pattern Splinter. Donc ce design pattern, il est intéressant quand vous avez une classe qui est beaucoup trop grosse. Dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait des classes qui faisaient 5 6 000 lignes et qui étaient utilisées tout le temps. Et en plus, elles grossissaient régulièrement. Alors ça, c'est normal, en fait, ça voulait dire tout simplement que ces classes avaient beaucoup trop de responsabilités. Donc quand on voulait ajouter quelque chose, on mettait ça dans la classe qui en avait la responsabilité, forcément ça retombait souvent sur les mêmes. Donc c'est une boule de neige qui grossit sans arrêt. Alors pour contrer ça, donc il y a le design pattern Splinter, qui consiste à dire je vais identifier au sein d'un gros fichier les thématiques, les fonctions qui concernent une thématique commune. Donc là il pourrait y en avoir deux qui concernent le mouvement et la rotation. Donc ces fonctions, je vais les extraire dans de nouveaux fichiers. Je recopie simplement le code, c'est tout. Et je remplace ensuite le corps des fonctions originales par des appels aux fonctions que j'ai extraites. Et je m'arrête là, pour l'instant. En effet, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les hotspots. Donc les hotspots, des fichiers qui changent souvent et qui sont très gros, enfin complexes en tout cas. Si vous êtes dans des grosses équipes, il y a de fortes chances que vos collègues sont en train de faire des modifications sur ces fichiers-là. Donc notre refactoring, là, on a intérêt à ce qu'il soit court, à ce qu'il dure très peu de temps. 1 heure ou 2, pas plus. On commit ça, on pousse sur la CI et on merge le plus vite possible pour éviter tout un tas de conflits.
C'est assez facile à faire, hein. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez mergé ça dans votre branche principale, vous allez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de regarder tout le reste du code et d'enlever les appels aux fonctions dans le fichier original. Vous les remplacez par des appels aux fonctions que vous avez extraites. Et la troisième étape, ce sera tout simplement de supprimer les fonctions dans le fichier original, puisque plus personne ne les appelle. Donc comme ça, vous avez enlevé du code dans un fichier qui était trop gros, vous avez réduit ses responsabilités, donc vous avez amélioré, d'une façon générale, votre code base. Un autre pattern que vous pouvez utiliser pour réduire le couplage, c'est le pattern observateur. Celui-là, je ne l'explique pas, c'est un grand classique, c'est un des patterns du Goff. C'est de l'histoire presque ancienne, mais toujours valide aujourd'hui. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'isoler le code métier. Donc isoler le code métier, ça veut dire que je veux un endroit, les règles métiers qui sont implémentées de façon claire et qui ne sont pas polluées par des appels à la base de données, à des API externes ou des choses comme ça. Donc il y a des patterns pour ça, bien connus, où on dit qu'on va séparer tout ce qui concerne les services externes, donc les appels disques, les appels à des API externes, à la base de données d'un côté, ou les échanges avec le client, donc les requêtes HTTP par exemple, extraire leurs paramètres et mettre en forme les réponses. Donc tout ça, on veut dégager ça du code métier. Donc, vous connaissez probablement le plus connu d'entre ces patterns, c'est l'archi hexagonal, qu'on ne présente plus, et puis des variantes qui lui ressemblent beaucoup, Clean Architecture, Onion Architecture. Les détails sont... ça diffère sur des détails, mais globalement, c'est la même idée. Il y en a une quatrième qui est un petit peu moins connue, que j'aime beaucoup, c'est ma préférée, Functional Core Imperative Shell. Là, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, ça va être des fonctions pures qui vont servir à implémenter les règles métiers. Une fonction pure, c'est une fonction qui ne dépend d'aucune variable globale, elle ne dépend que de ses paramètres d'entrée, et elle n'agira sur rien, elle va juste renvoyer une valeur, qui éventuellement peut être une erreur. L'intérêt de ça, c'est que ça va faire un code métier très clair, les fonctions seront relativement simples, c'est facile à tester, et les tests sont rapides. Il n'y a pas besoin d'écrire de mock ou quoi que ce soit. Donc il y a un pattern sympathique aussi. Alors, c'est bien de dire on va refactorer, mais pour refactorer, il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir des tests. Sinon, on court à la catastrophe. Le problème des tests, souvent, c'est qu'ils sont négligés. On a tendance à sous-estimer un petit peu l'importance du code de test, et on ne va pas lui apporter autant de soins qu'au code métier. Et ça, c'est une erreur, parce qu'en fait, si vous avez par exemple du code dupliqué dans vos tests, ça coûtera aussi cher à maintenir que si c'était du code métier. Donc, je vous invite à maintenir le code des tests ou à l'écrire avec autant de soin que le reste du code. Et une première chose à faire, ça va être d'écrire des tests simples. Et pour ça, j'utilise des règles toutes simples. La première, c'est de dire le nom de mes fonctions de test, ça doit être la règle métier qui est implémentée, la règle métier qui est testée, plus exactement. Donc si je prends un exemple, ou plutôt un contre-exemple, ce serait un test qui s'appelle test password. On se doute que ça doit tester plusieurs trucs. On ne sait pas quoi exactement. Pour savoir, il va falloir aller lire le code du test. Moi, je préfère avoir plusieurs tests. Par exemple, un qui dit je vérifie que l'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe. Un autre qui vérifie que les mots de passe complexes sont acceptés. Et puis un troisième qui vérifie que les mots de passe simples sont refusés, et ainsi de suite. Et non seulement ça me fait des tests plus simples, mais en plus ça me fait gagner du temps. Parce que quand un de ces tests va échouer sur la CI, je saurai immédiatement ce qui se passe, immédiatement ce qui ne va pas. En parlant de la CI, elle va exécuter les tests, mais pour pouvoir faire du refactoring dans de bonnes conditions, et même je dirais pour pouvoir développer dans de bonnes conditions, il faut avoir une boucle de feedback rapide. Donc avoir des tests qui s'exécutent rapidement. Le projet dont je parlais tout à l'heure,
les tests mettaient plus d'une demi-heure à s'exécuter. La conséquence de ça, c'est simple, c'est que personne ne les exécutait en local sur sa machine. Alors, l'erreur qu'avaient fait les gens qui avaient démarré ce projet-là, c'était un choix délibéré au départ. Ils ont dit, on ne va faire que des tests d'intégration. Donc ils n'ont pas du tout respecté la pyramide des tests. On peut remettre en cause la pyramide des tests, dire non, ça ne doit pas être une pyramide, ça doit être un diamant ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il faut avoir une réflexion sur ce sujet-là. Et idéalement, trouver un équilibre, avoir des tests unitaires qui seront plus rapides, et puis un peu moins de tests d'intégration, de tests end-to-end, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus lent. Alors ça, c'est bien, mais ça ne marche pas à tous les coups. Typiquement, le dernier projet sur lequel je viens de travailler, il y a énormément d'appels à des services externes. Et c'est obligatoire, ça fait partie du métier, on n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'en plus, ces services externes, quand on a démarré le projet, il y a plusieurs d'entre eux qui étaient encore à l'état de prototype. Et donc, leurs infrastructures n'étaient pas suffisantes pour supporter de nombreux appels qu'on pouvait faire pendant nos tests. Et parfois, ils ne répondaient pas, il y avait des erreurs, etc. Du coup, nos tests, c'était un peu la catastrophe. Ils étaient lents, ils échouaient, ils étaient instables, flaky, comme on dit parfois. Donc, quand j'ai eu des problèmes comme ça, j'ai mis en place 2 outils. Le premier, c'est Overfly, pour simuler les tests externes. Donc, Overfly, ça a l'avantage d'être complètement indépendant de la techno. Ça ne demande aucune modification dans votre appli. C'est une sorte de proxy qui va se mettre entre votre application et puis Internet. Et donc, il va intercepter tous les appels à des services externes. Il va enregistrer la réponse. Et la seconde fois que vous allez l'utiliser, vous passez en mode replay, et là, il rejoue les mêmes réponses pour les mêmes requêtes. Et il y a un autre mode pour dire, en fait, là, non, quand tu vois cette requête, tu renvoies la réponse que je vais te donner, ou là, vous codez vos réponses dans le langage de programmation de votre choix. Un deuxième outil que j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'est VCRPy. C'est la version Python de VCR. VCR, c'est donc un programme Ruby pour faire ce type de simulation. Et il y en a des versions dans une quinzaine de langages différents, donc il y a du choix. C'est juste un peu plus intrusif que Overfly, puisque là, vous allez rajouter des annotations sur chacun de vos tests pour dire, pour ce test-là, tu vas écrire la requête et la réponse que tu vas enregistrer dans tel fichier YAML. Et les requêtes suivantes, les exécutions suivantes du test, il reprend le contenu du fichier YAML plutôt qu'interroger le service en question. Donc ça marche bien aussi. Il faudra juste faire attention à quelque chose, c'est de ne pas enregistrer dans vos fichiers de cache, des requêtes et des réponses, des données sensibles. On risque de retrouver des mots de passe, des tokens d'authentification, etc. Donc il va falloir, par exemple, configurer VCRPy pour lui dire hey, le header authorization, là, tu ne l'enregistres pas. Et puis une dernière chose, c'est que de temps en temps, il faut absolument passer ces tests face aux API réelles. Sinon, vous risquez d'avoir des petites surprises en production parce que vous allez découvrir que l'API a changé et que ceux qui la développent avaient oublié de vous prévenir. Ça arrive jamais, hein. Voilà. Donc ça, c'est cool, c'est bien quand on a des tests, mais je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, j'ai déjà été confronté à des projets où il n'y avait pas de test. Ou alors, il y en avait, mais qui faisaient pratiquement rien. J'ai vu des tests qui finissaient par assert true. Bon, super. Donc, dans ces cas-là, j'ai été amené à utiliser 2 techniques. Dans tous les cas, faire des baby steps, des petits pas. On fait des petites modifications, et puis, surtout, on rajoute un test juste derrière, ou juste avant, si on fait du TDD, ce qui est encore mieux. Et comme ça, au fil du temps, vous allez améliorer la couverture de test. Et puis, une méthode aussi qu'on peut mettre en œuvre, c'est le Golden Master. Vous avez peut-être fait l'atelier juste avant. Donc le Golden Master, le principe, c'est qu'on va considérer l'ensemble d'une application comme une grosse boîte noire. On écrit un test qui lui envoie des données. L'application
traite ces données, et puis on récupère ce qu'elle a produit en sortie, donc un nouveau jeu de données. Les données de sortie, on les enregistre sur le disque, et ça devient notre référence. Et après, on va commencer notre refactoring. Là encore, baby step, on fait une petite modification. De toute façon, un refactoring, si vous cassez tout, vous faites un big bang, vous allez avoir des problèmes. Vous allez vraiment introduire des bugs. Il faut toujours mieux faire des choses petit à petit. Donc là, on a exécuté une première fois le test Golden Master, on a enregistré sur disque une référence, on fait un petit refactoring et on réexécute le test. Et à la deuxième exécution, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la sortie de la deuxième exécution avec celle de la première, celle qu'on a enregistrée. Si elles sont identiques, ça veut dire que notre refactoring n'a pas changé le comportement de l'application. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut, parce que la définition d'un refactoring, c'est changer la façon dont le code est écrit sans changer le comportement de l'application. Si vous avez changé le comportement de l'application, votre refactoring il n'est pas bon. Donc, si les fichiers de sortie sont les mêmes, c'est OK. S'il y a une différence entre les deux fichiers de sortie, à ce moment-là, il faut reprendre le petit refactoring que vous venez de faire. Soit vous arrivez à comprendre, en relisant les modifications que vous avez apportées, quels changements vous avez pu apporter au code, ou plus exactement à son comportement, et à ce moment-là, vous corrigez. Ou si vous n'arrivez pas à comprendre, vous effacez votre dernier commit, vos dernières modifications, et vous recommencez. Donc, comme je le disais, un bon exercice pour se préparer à ça, c'est le Golden Master. C'est un excellent moyen d'apprendre à faire du... Pardon, le Gilded Rose, c'est un excellent moyen d'apprendre à faire des Golden Master tests. Alors, jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment j'avais pu refactorer des projets. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'à l'avenir, on ne retombe pas dans les mêmes problèmes. Si on ne change rien à notre façon de faire, que ce soit à nos pratiques de développement ou à l'organisation de l'équipe, on va retomber sur la même chose d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. On aura toujours autant de dettes techniques. Donc il y a des solutions à ça. Une première, ce serait par exemple de dire je vais rajouter des garde-fous. Donc un garde-fou qu'on peut avoir, c'est rajouter un outil qui va vérifier à chaque commit qu'un certain nombre de règles sont respectées. Des règles que vous aurez définies, qui seront spécifiques à votre projet. Donc typiquement, pré-commit, ça se branche sur les hooks de Git, ça exécute une série de règles que vous configurez. Des règles qui peuvent dire, je veux que les fonctions ne fassent pas plus de n lignes de longueur, qu'elles n'aient pas une complexité cyclomatique supérieure à telle valeur, qu'il n'y ait pas de magic numbers, et ainsi de suite. Et ce genre d'outil, vous l'exécutez en local, donc à chaque commit, il s'exécute automatiquement, et il vérifie les fichiers qui sont modifiés dans le cadre du commit. Par contre, sur la CI, il faudra que ça vérifie l'ensemble de la code base, parce que des fois, il y a des petites modifs qui peuvent passer à travers. Par exemple, si vous faites un merge sur la CI directement, sur GitLab ou GitHub, peut-être que là, pré-commit ne va pas être passé. Une vérification qu'on peut rajouter à pré-commit, c'est vérifier la structure de l'application, son organisation. Est-ce qu'il n'y a pas des dépendances qu'on n'aimerait pas voir ? Par exemple, un truc un peu absurde, ce serait le code métier qui appelle des fonctions de la vue. On ne veut pas ça, quoi. Donc, on peut utiliser des outils comme ArchUnit ou Detach, etc. Ça ne marche pas sur tous les langages, par contre. C'est spécifique à certaines stacks techno. Je ne pense pas qu'il en existe pour toutes les stacks. J'ai mis ceux que je connaissais, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Donc ça peut être pratique. Des fois, on peut introduire des dépendances de façon complètement involontaire. Et c'est ces outils-là qui vont nous rappeler à l'ordre. Une autre pratique à laquelle moi j'attache énormément d'importance, c'est de valoriser la simplicité. Quand je vois des développeurs qui glorifient la complexité, ça existe dans certaines communautés,
Je trouve que c'est une énorme erreur. En fait, la complexité, c'est ça qui va faire que le code va être difficile à maintenir. Et donc, j'utilise quelques règles pour produire du code simple. Parce que on m'a déjà dit, ouais, ok, c'est facile de dire il faut faire du code simple, mais tu fais comment? Alors, comment je fais? La première chose, c'est que j'utilise une des règles de l'extreme programming, YAGNI. You aren't gonna need it. Tu n'en auras pas besoin. C'est pas la peine de faire des choses au cas où, parce que le cas où ne se produira probablement jamais. Et quand bien même il se produirait, il y a de très fortes chances que le code que tu as écrit il y a 6 mois soit obsolète aujourd'hui. Il ne correspond pas exactement au cas qui va se produire. Donc tu devras le retoucher. Donc la règle, c'est tu ne fais pas les trucs au cas où. Deuxième règle, c'est le S de solide, le principe de responsabilité unique, qui dit une classe ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. Mais en fait, ce principe, qu'on peut traduire par une classe ne devrait avoir qu'une seule responsabilité, on peut très bien l'appliquer aussi au niveau des fonctions. Une fonction ne devrait avoir qu'une seule responsabilité. Et ça va nous donner du code beaucoup plus simple. Et pour ça, il y a une autre astuce, c'est d'utiliser un des principes de clean code. Celui qui dit que si tu as une fonction qui a un paramètre booléen, il vaut mieux écrire 2 fonctions, une pour chacune des valeurs du booléen. Et éventuellement factoriser un petit peu de code entre les deux, mettre cette factorisation dans une fonction privée. Énième astuce, j'ai perdu le compte, ce serait de dire que on va utiliser comme nom des fonctions leur responsabilité. Le nom de la fonction doit décrire clairement sa responsabilité. Et ça m'est arrivé de vouloir écrire and, et là de me dire non, il y a un truc qui ne va pas. Et pour être complètement transparent, cette fois-là, j'ai pas pu l'enlever. Et le dernier point, c'est d'utiliser le TDD, le développement piloté par les tests. Non seulement ça va vous donner une couverture de code qui va être correcte, excellente même, mais surtout ça va vous aider à structurer votre code de façon plus simple. De façon naturelle, quand on fait du TDD, on va faire des fonctions qui ne font qu'une seule chose. Ça va de pair. Alors pour l'instant, j'ai évoqué le code, mais on pourrait aussi revoir l'architecture. C'est pas souvent, ça j'ai eu l'occasion de le faire qu'une seule fois, et c'est quelque chose qui est important parce que si vous ne corrigez pas l'architecture, vous allez retrouver les mêmes problèmes. Alors pourquoi ça? On dit, vous connaissez sans doute la loi de Conway. Ça dit en gros, les logiciels sont organisés comme les organisations qui les créent. Si vous avez une équipe qui est chargée de la prise des commandes et puis une autre qui s'est chargée de l'expédition de ces commandes, par exemple, de développer ces deux choses-là, il y a de fortes chances que vous retrouviez dans le code un package pour chacun de ces deux thèmes ou un microservice pour chacun des deux. Donc il y a une pratique qui s'appelle la manœuvre inverse de Conway, qui consiste à dire je vais changer l'organisation de mes équipes pour qu'elles correspondent à l'architecture que j'aimerais avoir. De façon naturelle, si je réorganise les équipes, le code va tendre vers cette organisation d'équipe, donc vers cette architecture que j'ai souhaitée. Alors pour faire ça, la première étape, c'est de définir quelle est l'architecture qu'on aimerait avoir. Et un atelier qui peut nous aider beaucoup à ça, c'est l'event storming. Donc l'event storming, là encore, je vais survoler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc un atelier d'event storming, vous réunissez des gens qui ont la connaissance du métier, pas forcément des développeurs, ce n'est pas eux les plus importants à ce stade-là, c'est plutôt les experts métiers. Et vous leur demandez quels sont les événements qui se produisent pendant tel scénario. Par exemple, le traitement d'une commande, de l'arrivée du client sur le site web jusqu'à l'expédition de la commande chez lui. Donc quels sont les événements qui se produisent? Et ces événements, on les met sur des post-it orange qu'on va placer de gauche à droite en fonction du temps qui s'écoule.
Et on va rajouter d'autres types de post-it. Certains qui représentent les données qui servent à prendre des décisions, les systèmes externes qui sont invoqués, etc. Et on va faire comme ça tous les scénarios que devrait traiter notre application. Alors je dis bien que devrait, parce que ce qu'on essaie de modéliser, ce n'est pas ce que fait l'application maintenant, c'est ce qu'on aimerait vraiment qu'elle fasse. Ce qu'on veut faire, c'est l'architecture idéale. Donc une fois qu'on a modélisé notre application, on va repérer dans ces modèles des sous-ensembles logiques, des thématiques qui forment un tout. Ces sous-ensembles, on va pouvoir raccrocher ça au Domain Driven Design. On va dire que ça forme les sous-domaines de notre application. Donc, suite à... Alors, j'ai eu à faire ça une fois, comme je vous disais. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai j'ai fait le lien avec le code. Essayer de vérifier, est-ce que les modèles qui avaient été faits étaient exhaustifs? Est-ce qu'on n'avait pas oublié une partie du code? Ou alors, peut-être que ça voulait dire qu'une partie du code était inutile. En tout cas, il fallait en discuter, il fallait en avoir conscience et puis en discuter. Donc ça nous a amené à corriger les modèles, peut-être, ou à les compléter un petit peu. On aurait pu aussi dire, tiens, cette partie-là, il faut la supprimer, ça ne sert à rien, en fait, on n'a pas besoin, cette partie du code, finalement, elle ne sert à rien, on n'en a pas besoin. L'étape suivante, ça a consisté à dire, on va classifier les sous-domaines qu'on a identifiés. Donc là encore, c'est des principes du Domain Driven Design. Je pense que vous devez connaître ça un peu, au minimum. Et donc, certains sous-modèles, certains sous-domaines, on les a catégorisés comme des sous-domaines cœur de métier. Donc, cœur de métier, ça veut dire que c'est des choses pour lesquelles les utilisateurs viennent chez vous et pas chez les concurrents. Donc ça, c'est le plus important. Ça veut dire que sur ces sous-domaines-là, il va falloir les confier à des développeurs de vos équipes. On ne sous-traite pas ce genre de choses. Et puis, on met des gens plutôt expérimentés. Ensuite, il y avait des sous-domaines support. Donc ça, c'est des choses qui sont indispensables pour votre métier, mais qui ne sont pas le cœur de métier. Ce n'est pas pour ça que les gens viennent chez vous. Par exemple, l'interface d'admin ou un système de détection de la fraude. Vous pouvez sous-traiter ça ou le confier à des développeurs un peu plus juniors. Et puis, troisième étape, troisième type de sous-domaine, les sous-domaines génériques. Authentification, envoi d'email ou SMS. Là, vous pouvez prendre une brique open source, il ne faut surtout pas les développer vous-même. Donc une fois qu'on avait fait cette classification, on a pu définir un diagramme qui représentait les liens entre les sous-domaines. Donc j'avais essayé de trouver quels étaient les appels dans le code. Pas de façon exhaustive, mais juste l'idée c'était d'avoir une idée du nombre d'appels, du nombre d'informations qui circulaient entre les sous-domaines. Et donc ensuite ça a permis de regrouper les sous-domaines et de dire ceux-là ont beaucoup d'échanges entre eux. On va dire cet îlot-là, on va le confier à une équipe. Et à l'inverse, les sous-domaines de l'îlot à côté, on les confie à une seconde équipe et on fait en sorte qu'il y ait peu de liens avec... on les choisit de façon à ce qu'il y ait peu d'échanges avec l'îlot à côté. Donc c'est un moyen de faire des équipes qui dépendent assez peu les unes des autres. Donc suite à ça, il y a eu une phase purement managériale. Là, c'était pas mon domaine. Donc une phase pendant laquelle les managers ont déterminé qui allait rejoindre telle équipe en fonction des compétences, des souhaits des gens, etc. Une fois que cette réorganisation des équipes a été mise en place, on a pu commencer le refactoring du code pour faire en sorte qu'il corresponde à l'architecture qu'on souhaitait. Donc réorganiser le code pour qu'il corresponde vraiment au sous-domaine. On a commencé à démêler un petit peu notre plat de spaghettis. Et il
Il a fallu bien sûr accompagner les équipes pour ça, donc rédiger un guide qui expliquait les patterns d'architecture choisis, les patterns de refactoring, et puis faire du mob programming avec eux pour les mettre ça en place. Et une dernière étape postérieure à tout ça, c'était de s'assurer que les équipes allaient conserver au fil du temps la maîtrise du code dont elles avaient la responsabilité. Et pour ça, il y a des outils dans GitLab ou GitHub, qu'on appelle une fonction qu'on appelle code ownership, qui permet de dire si un fichier est modifié dans tel répertoire, l'APR doit être relu par quelqu'un de telle équipe. Ça permet que les équipes ne deviennent pas des goulets d'étranglement pour les autres, elles ne les ralentissent pas parce qu'il n'y a qu'elles qui ont le droit de changer ça. Non, là au contraire, les autres équipes peuvent éventuellement faire des modifs dans le code, mais ça doit être validé par l'équipe qui a la responsabilité du sous-domaine. Alors si je récapitule, le process c'est d'identifier d'abord le métier avec l'event storming, identifier donc les sous-domaines et leurs dépendances. Après, on regroupe ces sous-domaines en fonction des relations qu'ils ont entre eux et on réorganise les équipes pour qu'elles prennent en charge un ou plusieurs sous-domaines qui sont fortement liés entre eux. Et ensuite, on refactore le code pour que ça corresponde à cette nouvelle architecture. Les pratiques que j'ai évoquées plus ou moins explicitement, il y avait pas miser tout sur la vélocité. J'ai vu ça au début de projet, ça marche, mais rapidement, on va avoir des problèmes si on n'a pas fait attention à la qualité. Rechercher la simplicité, je vous ai donné quelques astuces pour ça, peut-être que vous en aurez aussi à me partager. Et puis faire attention à la rapidité des tests, c'est indispensable. Et enfin, dernière petite chose, faire attention à la propriété du code, sinon ça devient l'anarchie. Les outils, Software Design Express pour identifier quoi modifier en priorité et avoir un maximum d'impact. La manœuvre inverse de Conway, là c'est plus lourd, pour réorganiser les équipes et produire la bonne architecture. L'event storming, c'est un outil absolument génial, et pas seulement dans ce contexte. Moi, je l'utilise quand j'arrive sur un projet, j'organise un event storming pour découvrir le métier. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, les gens qui sont censés bien connaître le métier découvrent des choses qu'ils pensaient pas connaître, enfin qu'ils ne connaissaient pas. Les design patterns de refactoring, et voilà, j'ai fini. Donc, je m'appelle Pascal Leméraire, je vais devenir freelance maintenant. Je fais mon coming out là. J'édite une newsletter de veille technologique et j'apprécierais beaucoup des feedbacks sur cette conf, c'est la première fois que je la donne. Je suis prêt à répondre à vos questions dans le peu de temps qui me reste.